bienvenue au webinaire de clôture du Belk numérique hiver 2022. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir en ligne pour ce webinaire, donc diversité, plurilinguisme et éducation. C'est le premier d'une série de 3 webinaires, tous 3 consacrés au plurilinguisme et à l'éducation plurilingue. Ces 3 webinaires sont organisés conjointement par le fil plurilingue et par l'ADEB. Alors, le fil plurilingue, eh bien, c'est un site internet animé par France Éducation Internationale qui propose des ressources à destination des acteurs des sections bilingues francophones dans le monde. Et l'ADEB, c'est l'association pour le développement de l'enseignement biplurilingue. Alors, avec ces 3 webinaires, il s'agira, en questionnant le plurilinguisme comme notion et comme enjeu, de poser des points de repère et des perspectives fiables pour vous, les acteurs de l'enseignement biplurilingue, et notamment les professeurs engagés dans ces formes d'enseignement. Donc, ce premier webinaire s'intéresse au plurilinguisme dans sa diversité et en rapport avec l'éducation. Et pour aborder ce sujet passionnant, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants, membres de l'ADEB. Alors, tout d'abord, Madame Nathalie Auger, professeure des universités à Paul Valéry, Montpellier 3, membre de l'unité de recherche L'Humain. Nous accueillons également Monsieur Daniel Coste, professeur des universités à la retraite, anciennement professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Laurent Gaillot, professeur à l'Université de Genève et président de l'ADEB. Voilà, alors merci à tous les 3 d'être ici aujourd'hui avec nous, en direct avec un public nombreux, puisque là, je vois que vous êtes presque 200 à nous écouter en ce moment. Alors, nous prévoyons une intervention d'environ 45 minutes, qui sera suivie d'une séance de questions. Avant de laisser la parole à nos intervenants, quelques informations pratiques. Alors, si vous souhaitez poser des questions, merci d'utiliser en bas à droite de votre écran l'onglet questions et si possible uniquement celui-là. Ça nous permettra de récupérer facilement vos questions pour les poser en fin de séance à nos intervenants. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a également un onglet sondage avec quelques questions pour mieux vous connaître, questions auxquelles vous êtes invités à répondre, bien entendu. Voilà, alors place à notre sujet. Donc, je cède la parole à nos intervenants. Monsieur Laurent Gaillot, c'est à vous. Merci beaucoup Véronique. Bonjour tout le monde. Merci de nous accueillir dans le cadre du Belk. Merci de nous accueillir sur vos écrans et merci pour cette belle collaboration avec le fil plurilingue et France Éducation Internationale. Nous tenons beaucoup à l'ADEB avec cette collaboration qui porte des fruits régulièrement, qui débouche sur des produits qui, nous l'espérons, intéressent les enseignantes, les enseignants, les formateurs, les formatrices, les responsables éducatifs divers. Et j'espère aussi que le contenu d'aujourd'hui et les 2 prochains webinaires pourront nourrir l'intérêt des différents acteurs éducatifs. Donc, en quelques mots, l'ADEB, on l'a dit, Association pour le développement de l'enseignement biplurilingue. Je vous ai mis ici le site de l'ADEB qu'on repère très facilement sur Internet. Vous y trouverez différentes informations, des ressources, des publications. Et une de ces publications qui avait été coordonnée par Daniel Coste, ici présent en 2013, s'appelait « Les langues au cœur de l'éducation ». Et je crois que c'est le travail qu'on continue à faire à l'ADEB, d'essayer de comprendre un peu cette question des langues au cœur de l'éducation, du plurilinguisme au cœur de l'éducation. Alors même si l'ADEB travaille principalement et prioritairement sur ce qu'on appelle l'enseignement biplurilingue, sur les classes bilingues, elle élargit sa réflexion de plusieurs manières et elle essaie de regarder ce qui se passe évidemment autour de l'enseignement biplurilingue, ce qui se passe dans les classes de langue dites ordinaires, parce qu'effectivement une réflexion sur le plurilinguisme doit nourrir l'école de manière générale, mais l'ADEB essaie aussi de regarder les questions de plurilinguisme et d'éducation au-delà de la classe, parce qu'effectivement on intervient mieux sur la classe si on comprend les trajectoires plus globales des apprenantes et des apprenants. Et puis l'ADEB essaie aussi de considérer que
Il y a plusieurs ordres de réflexion quand on intervient sur les liens entre plurilinguisme et éducation. Alors évidemment, il y a la classe, mais il y a les individus qui composent la classe, mais en amont, il y a aussi des communautés, des pouvoirs publics qui nourrissent des projets à travers l'école. Et c'est pour ça qu'on essaie aussi régulièrement de réfléchir, d'interpeller les politiques linguistiques et éducatives. Donc ce premier webinaire va être très traversant sur les questions qui lient plurilinguisme et éducation. Les deux suivants seront un petit peu plus focalisés sur des questions d'éducation biplurilingue. Mais je passe tout de suite la parole à mon collègue Daniel Coste. Merci Laurent, et puis bonjour à toutes et à tous. Je dois m'excuser auprès de vous parce que je suis très largement responsable du retard d'une dizaine de minutes dans le démarrage de ce webinaire pour des raisons techniques dues à l'âge et à l'électronique à l'occasion. Donc c'est Nathalie qui va me piloter. Belle complémentarité. Hein. Je lève le doigt quand tu changes de diapo ou bien tu improvises, mais enfin on verra. D'accord. Alors je crois qu'on s'est inscrit là, pour ces 3 webinaires dans une perspective qui insiste bien sûr sur le plurilinguisme et la pluralité linguistique, pas seulement, je crois, pour des questions qui touchent à l'enseignement, pas non plus seulement pour fidélité à l'ADEB et au fil plurilingue qui nous accueille, mais parce qu'en fait, on a intérêt à inscrire. On passe là? Oui. On a intérêt à inscrire toute cette perspective dans le cadre général de ce que sont les dimensions multilangagières de l'éducation. Je n'insiste pas sur la liste qui apparaît à l'écran, là, parce que je crois qu'elle est bien connue en termes de finalité classique, en quelque sorte, de l'école, sauf à souligner ici la prise en compte de la diversité culturelle des populations, la prise en compte, bien sûr, de la transmission des connaissances, et puis tout ce qui concerne les problèmes de cohésion, d'éducation équitable, etc. On tourne? Tout ça sur un fond qui est un petit peu particulier, bien sûr, mais qu'on connaît tous, hein, qui est la pluralité des pluralités, hein, thème banal, mais je crois qu'il faut rappeler initialement aussi, c'est que la pluralité des langues et la diversité linguistique s'inscrivent sur un ensemble de pluralités elles-mêmes multiples, hein, pas simplement des populations, mais aussi, j'y insiste au passage, enfin sur tout ce qui est connaissance, pluralité des croyances aujourd'hui, hein, tout ce qu'on sait à propos des médias, des réseaux sociaux, indépendamment même de la pluralité des moyens d'accès aux informations et au savoir. C'est vrai que les disciplines scolaires aussi introduisent elles-mêmes des représentations du monde qui sont diverses. Hein, celle de la physique, par exemple, n'est pas celle des mathématiques ou celle de l'histoire. Hein, et tout ça contribue en quelque sorte à des formes de pluralité qui sont traversées par ailleurs par les dimensions linguistiques, en quelque sorte de part en part. On tourne? Alors si on repart un petit peu historiquement, là, une trentaine d'années en arrière, je crois que dans la perspective qui nous retient aujourd'hui, il faut rappeler que dans un instrument comme le cadre européen commun de référence pour les langues, le fameux CECR, la pluralité et le plurilinguisme sont d'abord construits comme étant en quelque sorte une élaboration des systèmes scolaires à partir d'apprenants qui seraient en quelque sorte à la limite considérés comme étant monolingues et auxquels on va progressivement proposer des langues supplémentaires. Je caricature bien sûr, mais en tout cas cette dimension est un petit peu à l'arrière-plan, avec en quelque sorte pour objectif de faire en sorte que les propositions de l'école enrichissent le capital langagier de départ des enfants, mais par accumulation. Hein. Et ça à travers des instruments qui sont d'une part les échelles de compétences qui permettent de diversifier les objectifs, et d'autre part la notion de compétences plurilingues qui insiste en quelque sorte sur une complémentarité et sur une dimension en quelque sorte circulante des capacités langagières. On tourne? Alors, dans cette période, là aussi je vais passer rapidement, mais je crois que
ce qui est caractéristique, c'est que beaucoup de choses se passent à peu près simultanément. Je commence ici par les filières bilingues hors de France parce que ça me permet d'envoyer un salut amical à Jean Duverger, fondateur de l'ADEB en 2003, et qui avait longtemps travaillé donc sur les filières bilingues hors de France, avec le français en langue 2, et en insistant sur le besoin en quelque sorte d'alterner les langues dans ces contextes. Donc un discours un petit peu révolutionnaire à l'époque, non pas de l'immersion comme on le trouvait dans d'autres contextes, mais une volonté de jouer déjà sur les langues présentes en quelque sorte dans le contexte de filières bilingues. On peut tourner peut-être parce qu'on va passer tout de suite à des illustrations. Alors justement, cette diversité, disons, du début des années 2000 et de la fin des années 90, elle apparaît d'abord avec un point d'interrogation vers le plurilinguisme d'un numéro de recherche et application qui date de 1991. Et elle se manifeste alors de façon beaucoup plus affirmative avec le document compétences plurilingues et pluriculturelles qui introduit justement cette notion de compétences plurilingues et pluriculturelles à hauteur de 97. Donc, dans une période où le cadre européen commun de référence est en élaboration et où on parle aussi de portefeuille européen des langues à l'époque. On tourne. Alors, cadre européen, je n'y reviens pas, sauf à souligner que, à peu près au même moment, Michel Gondelier rend compte d'expériences qui ont été menées autour de l'éveil aux langues et qui, là aussi, bien sûr, introduisent une dimension de pluralité. Oui, on tourne. L'ouvrage de Jean Duverger, je l'évoquais tout à l'heure, et qui, lui, se plonge véritablement dans la classe, propose des pratiques d'enseignement bilingue avec le recours possible à l'alternance. Et parallèlement, l'analyse que propose Laurent Gaillot, à partir des situations canadiennes, de dynamiques qui sont celles du bilinguisme dans des contextes d'immersion. Donc on est sur une base de diversité, en quelque sorte, de diversification des approches didactiques au même moment, je dirais. On tourne. Plurilinguisme et école, vous remarquez peut-être qu'il y a un S à plurilinguisme, ça date de 2006. Parallèlement, éducation plurilingue, 2005, dans ce que propose Marisa Cavalli à propos du Val d'Ost. Donc on est là aussi dans une diversité des approches, mais toujours sur fond de pluralité. On tourne. Autre élément de diversification, de diversité, c'est pas j'apprends les langues, mais j'apprends par les langues, avec le manuel Euromania, qui travaille sur l'intercompréhension des langues romanes dans la construction des connaissances. Et toujours au même moment pratiquement, une proposition cette fois d'un travail réflexif, avec Comparons nos langues de Nathalie Auger, qui va en quelque sorte rejoindre, recroiser, mais complexifier d'une certaine manière les approches éveil aux langues. On tourne. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, parce que d'une certaine façon, ça avait précédé tout ça, ce qui concerne le travail en direction soit du français comme langue seconde dans des contextes hors de France, soit de la langue de scolarisation dans des contextes scolaires français. Et la formation linguistique des migrants, ça datait de bien avant à bien des égards. Et je crois qu'il faut le rappeler comme faisant partie très nettement du paysage de cette pluralité. Tout ça se manifeste en quelque sorte à travers un des documents, ou un des schémas, disons, proposés par le Conseil de l'Europe à hauteur, là aussi, début des années 2000, dans le cadre de la plateforme sur les langues dans l'enseignement, les langues dans l'éducation et les langues pour l'éducation, avec ce schéma qui a beaucoup circulé, où la langue de scolarisation, donc on n'est plus dans une dynamique qui est une dynamique du plurilinguisme, langue étrangère plus langue étrangère plus langue étrangère, mais dans une dynamique qui est véritablement celle d'un ensemble
hein, ou langue régionale minoritaire, langue de la migration, langues étrangères. Tout cela constitue en quelque sorte la donne sur laquelle l'éducation a travaillé. On tourne. Ça aboutit du côté du Conseil de l'Europe à des publications qui, dès 2003, avec le guide pour l'élaboration des politiques linguistiques, avec le point de départ de la diversité linguistique et de l'éducation plurilingue, mais aussi avec, un peu plus tard, le guide pour le développement de curriculum pour une éducation plurilingue et interculturelle, à quelque chose qui est de plus en plus affirmé, disons, en termes de dimension éducative. On tourne. Alors ça aboutit aujourd'hui à quelque chose qui est assez un petit peu étonnant, hein, ça date de quelques jours en fait, 2 février, la publication d'une recommandation du comité des ministres aux États membres du Conseil de l'Europe, hein, sur l'importance de l'éducation plurilingue et interculturelle pour une culture de la démocratie. Et je crois qu'on voit là une dimension supplémentaire, bien sûr, qui s'ajoute à la relation entre cette conception de l'éducation et puis des valeurs qui, en la circonstance, sont celles affirmées comme étant celles de la démocratie. On peut passer tout de suite, là, peut-être, avec cette insistance, en quelque sorte, hein, sur les dernières lignes ici, du plan d'éducation plurilingue et interculturelle pour une culture de la démocratie, qui valorise toutes les langues, hein, langues parlées ou des langues des signes, statut officiel ou pas, qu'elles fassent ou non partie du curriculum. On tourne. Oui. On peut passer rapidement là-dessus parce que je crois que c'était en quelque sorte l'évidence de point de départ, mais enfin, c'est le renversement total par rapport à ce que pouvait apparaître au départ le cadre européen commun, poser en quelque sorte que tout jeune qui arrive à l'école a déjà un capital plurilingue et pluriculturel qui relève des expériences de socialisation qu'il a traversées, qu'il s'agisse de famille, de groupes de pairs, de médias, de réseaux sociaux. Dans tous ces cas, on a des espèces de micro-communautés, des groupes sociaux qui ont leurs normes, leurs pratiques langagières, et l'enfant, bien sûr, très très tôt, est exposé à tout cela. On tourne. Alors, il a déjà l'expérience de cette pluralité diverse, il a déjà l'expérience de la variation et de la diversité des normes, et il a déjà bien sûr l'expérience de la pluralité des pratiques culturelles dans différents groupes sociaux. On tourne. J'en arrive à quelques remarques de transition vers Nathalie. Je crois que ce que j'ai essayé de montrer très rapidement, c'est qu'il y a en fait une pluralité des contextes, des choix politiques, des langues en contact, des options didactiques. Il y a eu, tout au long de cette période, je n'y ai pas insisté, mais je crois que beaucoup des destinataires, enfin beaucoup des participants à ce webinaire en sont conscients, une période de débat, une période de conflits d'ordre politique linguistique, d'ordre épistémologique, et il faut y insister hein, et souligner leur importance. Mais je crois qu'on arrive, après un quart de siècle de réflexion, de propositions, de débats, à un ensemble d'instruments, un ensemble d'expériences qui ont été faites, un ensemble d'outils qui, dans un cadre plus large que celui de l'apprentissage d'une langue étrangère ou même d'une dimension biplurilingue, nous invite à la réflexion. Alors, il a beaucoup été question de l'Europe dans ce que je viens de dire. Ça s'inscrit dans un contexte dont on sait qu'il est extrêmement quotidien en ce moment, hein, depuis hier au moins. Il est clair que tout ça peut passer pour complètement utopique, hein, y compris par rapport à l'état des systèmes éducatifs ou par rapport à l'état peut-être de l'Europe aujourd'hui. Mais je crois qu'on a d'autant plus besoin d'utopie que même si la Fédération de Russie et l'Ukraine ne font pas partie à l'évidence de l'Union européenne, n'appartiennent pas non plus à l'évidence à l'OTAN, elles sont l'une et l'autre partie du Conseil de l'Europe.
Alors ça nous invite à considérer les choses avec un certain nombre peut-être d'interrogations, soit dans le sens du pessimisme, soit au contraire dans le sens du « il y a de quoi faire, mais il faut le faire et il faut avancer ». Et Nathalie va nous en donner des preuves tout de suite. J'espère que vous voyez bien le diaporama. Je voulais remercier Laurent et Daniel pour leurs propositions et montrer maintenant comment effectivement on peut incarner cette utopie, hein, comment à partir de ces différentes problématiques qui sont des défis à relever pour l'enseignement des langues et des disciplines, eh bien, peuvent s'incarner concrètement en salle de classe. Alors, on peut revenir sur différentes problématiques qui peuvent vous toucher. Je sais que vous nous écoutez partout dans le monde en tant qu'enseignant et bien peut-être aussi étudiant en formation, futur enseignant. Donc, votre objectif est peut-être d'enseigner la langue vivante, régionale, ancienne. Peut-être aussi, il s'agit pour vous d'aboutir à des objectifs de maîtrise de la langue. Hein. Il s'agit par exemple de la langue de scolarisation. Peut-être qu'aussi vous enseignez une matière au travers d'une ou différentes langues et vous êtes évidemment concerné par les problématiques qu'on vient d'amorcer et vous enseignez peut-être aussi les langages numériques, corporels, artistiques. Bref, vous pouvez œuvrer dans différents dispositifs, classes ordinaires, classes d'accueil pour les élèves allophones, les classes Émile, les Calandretta, les Bressola, les dispositifs Parle, par exemple, dans le réseau de l'AEFE. Et toutes les propositions dont on va parler aujourd'hui peuvent effectivement vous concerner. Alors, ce que j'aimerais vous proposer, c'est une modélisation que j'ai appelée le diamant langagier et qui peut vous servir de ressource pour la réflexion, mais aussi concrètement pour des pratiques de classe. Alors, pourquoi avoir choisi le diamant? Tout simplement pour valoriser tout le potentiel, toutes les compétences qui sont déjà là chez les apprenants, pour justement vous permettre de mieux atteindre les objectifs en langue et dans les disciplines que vous enseignez. Donc, à travers les différentes facettes de ce diamant, eh bien évidemment, on renvoie à toutes les variétés de plurilinguisme possibles. Daniel Coste a parlé des plurilinguismes au pluriel et bien entendu aussi des identités plurilingues qui sont complexes. Alors, si ensuite on détaille un peu les différentes facettes du diamant, donc ces facettes, effectivement, forment le diamant en lui-même, donc ne sont pas forcément des facettes à mettre en œuvre les unes après les autres, mais bien plutôt de voir toutes les possibilités, toute la complexité de cette modélisation. Évidemment, d'abord en reconnaissant les langues des élèves. Beaucoup d'enseignants nous disent que finalement, ils ignoraient qu'il y avait autant de potentialités langagières dans leur classe. Ensuite, bien entendu, c'est de pouvoir utiliser ces langues comme des ressources dans la salle de classe. Donc là, effectivement, Laurent et Daniel ont pu montrer aussi des exemples liés à ces possibilités. Ensuite, ne pas hésiter à avoir recours à du matériel plurilingue et pluriculturel. Ne pas hésiter non plus à mettre en place des tutorats réciproques entre élèves, j'expliquerai tout à l'heure. Essayer d'utiliser aussi les environnements qui sont en dehors des écoles, qui peuvent être multilingues ou qui peuvent être utilisés justement avec un potentiel multilingue. Enfin, une facette très importante, c'est l'inclusion des parents dans ces dispositifs liés aux langues. Et très important également, pour les enseignants de pouvoir former une communauté d'enseignement et d'apprentissage eux-mêmes entre eux pour pouvoir justement vraiment utiliser toutes ces ressources multilingues qui existent dans leur environnement et dans leur salle de classe. Alors, la première facette, effectivement, dont je vous parlais, c'est la première question à se poser, c'est finalement quelle langue et quelles normes aussi dans notre classe ou dans notre école, parce que là, on parle du plurilinguisme, mais je parlerai aussi du plurinormalisme, c'est-à-dire que la langue académique, la langue de scolarisation a ses spécificités propres et il peut y avoir évidemment un écart entre les normes parlées ou écrites par les enfants et puis les normes académiques. Donc là aussi, c'est un sujet de réflexion intéressant à avoir et à se poser. Alors, comment faire concrètement dans les salles de classe?
Donc, on a de nombreuses possibilités. Je pense notamment aux travaux de Brigitte Busch à Vienne, qui a travaillé sur les biographies langagières. Ça a été repris dans différents contextes en France et notamment aussi en Amérique du Nord, où on demande aux élèves, au travers de portraits langagiers, de pouvoir, à partir des couleurs, aussi des propositions plastiques qu'ils peuvent faire par ailleurs concernant leur biographie langagière, et bien d'évoquer un certain nombre d'éléments concernant les langues qu'ils parlent, les langues qu'ils connaissent, peut-être des langues qu'ils comprennent, mais qu'ils ne parlent pas, etc., etc. Parce que c'est vrai que quand on demande frontalement à des élèves quelle langue ils parlent, parfois on n'a pas tout l'éventail de leurs compétences. Donc, grâce à la biographie langagière, effectivement, on peut avoir ces informations. Ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, en même temps qu'on fait ce travail, on atteint aussi des objectifs de nos programmes liés au fait de produire à l'oral ou bien de produire des écrits liés à des biographies langagières. Donc, voilà, ça c'est important aussi de comprendre que tout ce qu'on propose en termes de travail, d'utilisation et d'identification des ressources langagières n'est pas quelque chose qui est à ajouter en plus, mais en fait, ce sont des pratiques qui peuvent justement tout à fait être incluses dans les programmes et les objectifs que vous devez atteindre. Donc, par exemple, on a aussi mis en place des biographies langagières dans des écoles, à l'échelle d'établissement, par exemple, dans cette école maternelle avec donc un arbre des langues. Alors, je vous ai mis des liens, vous pourrez retrouver le diaporama vers des vidéos, vers des livrets de conseils pour les enseignants, des idées d'activités pour vous montrer que tout ça a un fondement scientifique, tout ça est argumenté, a été étayé par des recherches de longue haleine. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 20 ans où il y avait quand même assez peu de choses, mais aujourd'hui, en termes de possibilité d'avoir accès à ces activités, eh bien c'est possible pour vous, bien entendu, de vous y référer. Deuxième facette qui se décompose, à mon avis, en deux aspects. Déjà, d'utiliser les langues des élèves comme des ressources, soit pour parler, soit pour lire, soit pour écrire, dans les langues ou dans les disciplines que vous enseignez. Et puis, autre chose qu'on a davantage développé peut-être en Europe, et Daniel Coste en a parlé concernant l'éveil aux langues, c'est-à-dire tout ce qui est plutôt de l'ordre de la réflexion méta. Et je remarque effectivement dans les travaux que je peux suivre que tout ce qui est parler sur, lire, écrire, etc. Il y a beaucoup de travaux en Amérique du Nord et c'est vrai qu'on a une spécificité quand même. J'ai vu beaucoup de travaux en France où on est plutôt aussi dans des considérations méta. Évidemment, il faut des deux. Il faut pouvoir utiliser ces langues quand on en a besoin. C'est aussi les travaux de Laurent Gaillot. Mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir réfléchir aux langues. Donc voilà, c'est deux phases qui sont complémentaires et très importantes. Donc, un exemple en classe avec des élèves gitans qui parlent le catalan roussillonnais. On est dans une activité de français langue de scolarisation. Le français est une langue seconde pour eux. Ils doivent décrire un tableau. Donc, vous voyez, on travaille sur le genre descriptif. Et puis, il y a le mot châtaigne qui n'est pas connu en français. Et là, l'enseignante demande, voilà, comment on dit châtaigne, est-ce que c'est castagna, etc. Et grâce au fait d'utiliser les langues des élèves, eh bien, on peut s'approprier ensuite le lexique en français. D'autres exemples, très connus en Amérique du Nord, Cummins avec Identity Text, qu'on traduit souvent par texte plurilingue, où là, il s'agit de s'exprimer à l'écrit, mais on pourrait tout à fait le faire à l'oral. C'est la même chose sur la lecture aussi. On a fait beaucoup d'activités de lecture où les élèves sont plus à l'aise à lire dans certaines langues et ensuite, évidemment, moins à l'aise. Mais le fait d'être à l'aise dans une langue, ça permet effectivement d'activer les transferts et petit à petit, donc il y a évidemment ce potentiel de sécurisation linguistique dont parlait Lavov qui se met en place, et évidemment aussi avec une grande motivation et une meilleure confiance dans toutes les ressources que l'élève peut avoir pour justement aller vers une nouvelle langue et aussi évidemment la connaissance de contenus disciplinaires en comprenant mieux ces contenus. Autre chose aussi, j'en ai parlé, donc si on est plutôt au niveau méta, parler sur les langues, ou parler à propos d'une langue, donc là on est plutôt dans l'intralangagier, donc bien évidemment on peut réfléchir avec, encore une fois en partant de votre groupe classe, ça me semble très très important par rapport à d'autres principes comme l'éveil aux langues. L'idée c'est là vraiment d'éveiller, mais à partir de tout le potentiel qui est déjà dans la classe
pour pouvoir eh bien, sécuriser l'élève et ensuite lui permettre d'avoir des réflexions de haut niveau, effectivement de la conceptualisation. Donc, on a parlé de comparons nos langues. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on peut comparer n'importe quelle langue, même avec des systèmes d'écriture différents, même des langues qui sont de parenté très éloignées. Et selon l'âge des élèves, même s'ils ne connaissent pas énormément de métalangage, on peut toujours mettre en perspective. Et ça, c'est tout à fait intéressant, évidemment. Je peux renvoyer aux travaux sur les questions cognitives, fonctionnement cognitif du cerveau. Donc, à la fois, il y a ce côté transfert et à la fois ce côté sécurisation qui est très important. Alors, moi, j'appelle ça le recyclage des langues et des normes, parce que finalement, ces langues, soit elles sont tues ou ces normes, soit elles ne sont pas connues par les enseignants ou par les autres camarades de la classe. Et au lieu de les mettre au rebut, on les recycle. On utilise les interférences comme étant un tremplin intéressant justement pour prendre conscience de comment fonctionnent les langues et le langage en général. Ça permet à l'élève de faire davantage d'inférences, de se sentir plus sûr de lui et évidemment d'aboutir au final à une meilleure conscience de ce que c'est apprendre les langues, rentrer dans des disciplines au travers des langues également. Alors, différentes ressources qui ont pu être élaborées au fil du temps. Donc, vous pouvez vous référer à Combat Plus, où on enseigne des disciplines au travers d'une langue, mais en même temps, on a recours et on utilise les langues et les expériences culturelles des élèves pour mieux réfléchir à la fois à la langue et au contenu disciplinaire. Un projet actuellement en cours qui s'appelle Binogi Escape avec nos collègues canadiens, où là, on a des vidéos scientifiques dans différentes langues. Donc, l'élève peut choisir la langue parlée, peut choisir la langue écrite, peut choisir aussi la vitesse d'élocution, peut revenir en arrière. Et petit à petit, nous, ce qu'on est en train d'observer, c'est à quel moment, finalement, l'élève a de moins en moins besoin de sécurisation. Parce qu'on ne fait pas du plurilinguisme pour du plurilinguisme. Ce qui nous intéresse, c'est de partir de ces potentialités pour aller vers les objectifs, encore une fois, langagiers, disciplinaires. Donc, c'est ce qui nous intéresse véritablement dans le cadre de ces projets. Alors maintenant, une question à se poser, c'est quand est-ce que vous utilisez les langues ou les normes connues de vos élèves pour rejoindre vos objectifs en langue vivante, en compétences disciplinaires ou en maîtrise de la langue. Autre facette qui est importante également, c'est tout ce qui est les supports plurilingues, on en a parlé. Donc, demander à des élèves d'amener des manuels qu'ils ont peut-être chez eux dans différentes langues, des livres de jeunesse. Demander aussi à votre établissement si on ne peut pas prêter ou bien développer une politique d'acquisition de ces matériels plurilingues. Ça, c'est effectivement important pour justement accompagner la facette utiliser les langues comme des ressources. Une autre facette, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est mettre en place des tutorats réciproques. Alors, on pense souvent aux élèves qui sont déjà avancés au niveau de leurs compétences langagières et qui vont aider leurs camarades qui ont davantage de difficultés. C'est important, bien entendu, mais il ne faut pas rester dans cette asymétrie. Ce qu'il faut aussi, c'est que les élèves qui peut-être qui ont plus de difficultés dans le développement de leurs compétences en langue ou dans les contenus disciplinaires puissent à leur tour avoir à un moment donné la possibilité d'aider leurs camarades. Alors, ça peut être en art plastique, ça peut être en musique, etc. Tout ce qui fait les talents de nos jeunes actuellement, que chacun puisse avoir la possibilité de briller. On a parlé de diamant tout à l'heure et je pense que ça, c'est important, que chacun ait cette possibilité à un moment donné. Donc là, la question qu'on doit se poser en tant qu'enseignant, c'est comment on repère les points forts et les goûts de nos élèves pour justement construire à partir de ces éléments-là. Une autre facette dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, c'est utiliser nos contextes extérieurs de façon multilingue et multiculturelle. Donc, ça peut être un contexte de fête. On se retrouve effectivement dans un contexte urbain où on a des paysages linguistiques divers. Et là, on peut utiliser effectivement ce paysage linguistique divers pour travailler sur le multilinguisme de notre contexte. Mais par exemple, dans la vidéo que vous pourrez regarder ultérieurement, nous avons travaillé dans différents projets avec des musées et nous avons proposé des visites plurilingues de ce musée. Nous avons aussi proposé des guides donc écrits. Nous avons rédigé des guides multilingues à destination effectivement des visiteurs et nous avons proposé aussi des cartels à accrocher dans le musée avec les différentes langues de la classe, dont des langues minorées, par exemple comme le romani ou d'autres langues. Voilà. Donc, question à se poser, quels sont les environnements intéressants autour de vos établissements ?
C'est presque terminé, c'est la facette inclure les parents. Je pense qu'on parle de coparentalité en France. Au Canada, par exemple, l'inclusion des parents est beaucoup plus, fait davantage partie des habitudes des cultures éducatives. Je pense que c'est très important dans tous les programmes qu'on a menés. On a réussi à inclure les parents, même des parents qui n'étaient pas forcément compétents dans la langue de scolarisation ou des parents qui ne savaient pas lire ni écrire, pas même dans leur langue familiale. Eh bien, ces parents ont très, très bien pu effectivement aider à traduire un certain nombre d'éléments dans le cadre de projets dont je viens de vous parler. La dernière facette, c'est de travailler ensemble. Ça, c'est très important. Peut-être que c'est plus simple dans le premier degré que dans le second degré où chacun est, on va dire, expert de sa discipline et où il n'y a pas toujours des lieux de concertation, mais c'est majeur si on veut mettre en place des communautés d'apprentissage. Donc, finalement, je terminerai sur le fait qu'il est important de partir de l'élève dans un projet qui s'appelle Sirius. On est vraiment parti de l'élève, où est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il va à l'école, et à partir de là, son rayonnement en termes de territoire apprenant. Quels sont les endroits où il peut apprendre, dans les associations, faire de l'art, faire du sport, avoir des soutiens dans la langue de scolarisation. Tout ça, c'est très important. Et c'est important aussi pour les acteurs que les enseignants puissent travailler avec des lieux de culture, des membres des associations, etc., pour créer ces territoires apprenants. L'ensemble de ces résultats est aussi disponible dans un livre que nous venons de coécrire avec ma collègue au Canada, Emmanuelle Lepichon-Wortsman, sur les défis et les richesses des classes multilingues. Donc, vous voyez, ce qu'on a essayé de vous présenter, c'est qu'on était effectivement sur des visions où ce qui nous mobilisait quand on réfléchissait à des pratiques éducatives, c'est est-ce qu'on s'y situe en milieu hétéroglotte, homoglotte, ou en milieu où on pratique le translangagier. Et ce que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est aussi une vision qui est maximaliste et holistique. On prend vraiment l'élève avec toutes ses compétences, toutes ses expériences, et puis on prend vraiment tout le contexte au sens large avec les parents, les établissements, et c'est plutôt une approche panlangagière que je vous ai proposée, où c'est vraiment la langue comme un tout, parce que effectivement on enseigne au travers les langues, par les langues. Donc ça, évidemment, je vous ramène à l'ouvrage coordonné par Daniel Coste sur les langues au cœur de l'éducation. Ça nous permettra effectivement de vivre l'école comme un lieu de cohésion sociale et de valorisation des expériences multiples au bénéfice de toutes et tous, et d'accompagner nos élèves à vivre dans nos sociétés qui sont multilingues et multiculturelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette intervention, et merci à nos trois intervenants, Daniel et Coste et Laurent Gaillot aussi, bien sûr. Alors, nous avons quelques questions et puis quelques commentaires aussi. Alors, je vais vous les poser telles qu'elles nous ont été proposées dans l'onglet questions. Une question d'un de nos auditeurs. Est-ce que c'est possible d'expliquer le cours en utilisant d'autres langues? Donc, est-ce qu'on peut, dans les cas que vous avez cités, peut-être une question pour vous, Nathalie, par rapport à ce que vous avez présenté, est-ce que justement cette approche dans les classes permet d'utiliser plusieurs langues à la fois, et est-ce qu'on peut expliquer avec une autre langue peut-être une façon de voir sur une langue différente avec une autre langue? Je ne sais pas si la question est très claire. Si, tout à fait. C'est vraiment ce que j'ai expliqué. Oui. On peut, si l'enseignant connaît d'autres langues, il peut effectivement expliquer dans d'autres langues, mais ça, je laisserai aussi Laurent répondre, parce que c'est une de ses spécialités. Par exemple, sur les terrains dans lesquels je travaille, les enseignants ne connaissent pas toutes les langues que parlent les élèves ou que les élèves. Donc, l'idée, c'est que les élèves eux-mêmes puissent se traduire entre eux, ou on utilise des dictionnaires, etc. Mais évidemment, on utilise tous les moyens à notre disposition pour atteindre nos objectifs. Et si utiliser les langues des élèves, que ce soit par le truchement de l'enseignant, ou bien, alors ça, je ne l'ai pas dit aussi, mais dans les établissements, on travaille beaucoup avec des surveillants, avec des CPE qui parlent peut-être d'autres langues et qui nous aident effectivement dans la médiation linguistique. Je laisse Laurent ajouter. Peut-être quelques mots, mais effectivement, je crois que tous les termes que nous
que nous employons habituellement sont d'une certaine manière un peu limitées, parfois piégées, connaître une langue, parler une langue, etc. Je crois qu'il y a d'abord, ce qui est d'abord important, c'est une forme de reconnaissance des langues qui précède ou qui accompagne la connaissance d'une langue. Mais reconnaître les langues, je crois que la plupart des projets qu'a présenté ou des outils qu'a présenté Nathalie vont en direction d'une mise en visibilité de la diversité dans le sens d'une reconnaissance, d'un seuil de reconnaissance. Ensuite, effectivement, des formes de connaissance, de ressources peuvent alimenter cette reconnaissance, peuvent aider à mettre en place un certain nombre de projets, mais là aussi, connaître une langue, ce n'est pas forcément la parler. Ça peut être la parler, mais ça peut être d'autres sources mises à disposition. Et très souvent aussi, quand on pose la question, oui, où les enseignants nous disent parfois, oui, mais je ne parle pas toutes ces langues, etc. Il ne s'agit pas de parler une multitude de langues, il ne s'agit pas forcément de les parler, mais parfois, ça peut être intéressant de se poser la question de savoir quelles sont les langues qui sont présentes dans mon environnement. Comme enseignant, comme enseignante aussi, il y a des langues que j'identifie, hein, dont j'identifie par exemple le système d'écriture. Il y a des langues que je comprends, ou dont je comprends certains éléments, etc. Et quand on fait cet exercice avec toute la communauté classe, tous les élèves, et ce qu'il y a en dehors et à côté de l'école, comme le disait Nathalie, il y a différents acteurs qui interviennent dans l'école, mais en dehors de la classe, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ressources linguistiques, mais qu'effectivement, une seule personne ne va pas avoir des connaissances empilables dans une multitude de langues. Mais il faut renoncer à entrer par cette exigence-là, parce qu'effectivement, ça rend très limitées les possibilités de travail sur la diversité. Très bien. Alors, je crois que c'est une question effectivement qui est aussi posée par nos auditeurs et qui rejoint ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le degré d'importance de la langue maternelle dans l'apprentissage d'une langue. Eh bien, je crois que vous y avez répondu, hein, puisque l'idée, c'est de se servir justement de la langue maternelle pour essayer d'acquérir, en regardant le fonctionnement de la langue, d'acquérir une curiosité et un éveil sur les autres langues. Peut-être si je peux me permettre, Véronique, c'est pas forcément uniquement les langues maternelles, mais toutes les langues qui font partie du répertoire de l'élève. Parce que par exemple, on a des élèves syriens à Montpellier qui ont un niveau assez avancé en anglais et qui finalement utilisent l'anglais comme langue de recours et peuvent aussi briller en anglais et là devenir tuteurs des autres élèves. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des reconfigurations permanentes où on arrive à utiliser le potentiel de chacun. Très bien, oui. Merci pour cette précision. Alors, des commentaires aussi. Hein, donc, quelqu'un nous dit je trouve que dans un contexte monolingue comme celui dans lequel les professeurs évoluent en France, il n'est pas facile de réveiller les consciences plurilingues. Vous êtes d'accord avec ce commentaire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Réveiller les consciences plurilingues, c'est quelque chose qui est déjà en cours ou pas encore, ou comment vous pouvez éventuellement répondre à ce commentaire? Peut-être Daniel, qui nous réveille depuis des décennies, pourrait sans doute nous aider. On ne vous entend pas, Daniel. Il faut mettre ton micro. Il faudrait mettre votre micro, je crois. Oui. J'ai assez mal entendu le questionnement là tout de suite. C'était plus un commentaire qu'une question en fait. Un de nos auditeurs nous dit « Je trouve que dans un contexte monolingue comme celui dans lequel les professeurs évoluent en France, il n'est pas facile de réveiller les consciences plurilingues. » Et d'ailleurs, cet auditeur continue en disant que souvent le plurilinguisme des élèves est considéré comme un handicap plus que comme une richesse. Voilà, donc la question c'est comment former les enseignants afin de réveiller leur conscience plurilingue et multiculturelle. Dans la mesure où j'ai entendu, hein, parce que j'ai vraiment des problèmes de son là actuellement sur l'ordinateur. C'était le rapport entre les questionnements, entre les dimensions monolingues. Oui, c'est-à-dire le manque de conscience, finalement, comment éveiller les consciences des professeurs, hein, puisque le constat que fait cet auditeur, c'est que chez les enseignants, il n'y a pas vraiment de conscience plurilingue et multiculturelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce commentaire et si oui, comment développer chez les enseignants cette conscience, justement, et cet intérêt de travailler de cette façon plurilingue et multiculturelle? Je suis désolé, mais j'ai vraiment des problèmes de bon. réception. Je peux essayer de dire quelque chose. Pardon ?
je peux essayer d'intervenir si vous Absolument, vous le vas-y. souhaitez. Alors, je suis réservé quant à mon discours sur la situation française, n'étant moi-même pas français, mais effectivement, je vois par exemple qu'on nous dit souvent à l'inverse, en Suisse, finalement, c'est plus facile de travailler sur les questions de plurilinguisme parce qu'il y a une définition multilingue de la société, de l'État, du fonctionnement fédéral, etc. Et j'ai envie de dire, même en Suisse, où il y a effectivement une politique multilingue, il y a quand même une territorialisation des langues. Et c'est toujours un petit défi quand même d'essayer d'amener au quotidien, dans le fonctionnement de l'école, de l'éducation, un appui sur la diversité, une reconnaissance forte de la diversité qui ne soit pas juste anecdotique ou d'une certaine manière confinée. Donc c'est vrai que finalement, en Europe de manière générale, en Europe occidentale, nous avons été formés quand même à travailler une langue à la fois, à apprendre une langue à la fois, à considérer une langue à la fois, même si plusieurs interviennent au cours d'une vie ou au cours d'une carrière scolaire. Et c'est un peu difficile parfois de renverser la vapeur et de partir sur la diversité. Mais c'est clair que en Suisse, il y a quand même un peu plus de facilité parce que hier encore, j'étais à Paris pour une soutenance de thèse et puis des collègues très avertis pourtant me disaient finalement en France, la question du plurilinguisme, c'est pas non plus si important que ça. Hein, c'était dit de façon un peu différente, mais disons, bon, parce que je m'exprimais sur le plurilinguisme, on disait oui, en Suisse, forcément, c'est une priorité. Hein, comme je vous le disais, ça l'est pas forcément. Mais en France, bon, c'est important, mais finalement, ça reste un peu dans les marges. Et donc, c'est vrai qu'il y a une politique linguistique qui n'encourage pas à rendre nécessaire et centrale cette prise en considération de la diversité. Il y a du travail à faire encore à ce niveau-là. D'accord. Alors justement, une question Oui. Pardon, Nathalie, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je vais dans le sens de ce que dit Laurent, et je pense qu'effectivement, petit à petit, au niveau des programmes et au niveau de l'institution en France, on va quand même vers cette prise en compte de tous ces arguments scientifiques qu'on connaît des fois, qui ne sont pas nouveaux, qu'on connaît depuis 30 ans, 40 ans. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a quand même cette prise de conscience qui est en train de se mettre en œuvre et qui probablement pourra se mettre en place du point de vue institutionnel. Le nerf de la guerre, c'est la formation des enseignants. Donc, ces questions de plurilinguisme dans les masters de français langue étrangère et seconde, elle est abordée. Elle l'est moins, effectivement, dans la formation des enseignants des premiers ou second degré. Mais tous les projets qu'on mène sont menés avec des enseignants de la maternelle au lycée. Et on voit que comme les enseignants sont demandeurs, parce que souvent, c'est ce qu'on disait avec la problématique des défis, ils sont face à des défis, mais au lieu de le voir comme limitant, ils le voient comme essayons de trouver des solutions. Et à ce moment-là, en proposant des pratiques, des réflexions, on voit que les enseignants, en fait, sont prêts à ouvrir leur répertoire didactique à de nouvelles pratiques. Merci. Alors justement, un auditeur nous pose cette question. Quel lien, vous, chercheurs, entretenez-vous avec les instances politiques ? Est-ce qu'il y a des liens ? Est-ce que vous sentez qu'au niveau des décisions politiques, en tout cas en France, il y a justement un peu de prise en compte de cette question du plurilinguisme ou pas ? J'ai retrouvé un petit peu de son entre-temps. Ah, très bien. Alors, vous allez peut-être pouvoir nous répondre là-dessus. Autrement dit, est-ce que par la pratique, les enseignants peuvent justement développer des expériences qui peuvent remonter au niveau des politiques et de la mise en place, ou est-ce qu'il y a des discussions au niveau politique qui permettraient de pouvoir faire descendre, j'allais dire, jusque dans les classes, cette conscience et des méthodologies et des activités à mettre en place ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, c'est un gros problème, celui des rapports avec les institutions, mais on voit bien que dans le cas, par exemple, qui était un gars très, très, très chaud, disons, de la reconnaissance des langues régionales en France, un certain nombre de mouvements militants d'une part, et puis un certain nombre aussi de résultats de recherche, d'enquête, ont contribué à, disons, accélérer un certain type de reconnaissance, notamment de formes d'éducation bilingue, dans l'enseignement des langues régionales en France. C'est lent, ça peut donner lieu à des retours en arrière, mais en même temps, c'est quelque chose qui progressivement bouge.
Michel Candelier, il y a quelque temps, se réjouissait du fait que dans une circulaire relative à l'école maternelle, on ait vu pour la première fois apparaître éveil aux langues, approche plurielle, enfin des choses de ce genre. Et Nathalie pourra nous dire qu'elle fait partie d'un groupe de travail là, qui vient d'être constitué et où elle pourra faire entendre sa parole. On ne sait pas trop si ça aboutira ensuite à des conséquences immédiates, mais en tout cas, il y a des canaux de communication. Et personnellement, moi j'ai le sentiment que les choses ont bougé, en tout cas depuis une bonne vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on est parti d'une situation de monolinguisme dominant et puis langue étrangère à côté, vers quelque chose qui, y compris dans les affirmations politiques, hein, que lorsque on a très fortement associé promotion du français, diffusion du français hors de France, d'une part à la francophonie, d'autre part au plurilinguisme en général, il y a un certain nombre de messages qui passent en termes de mise en relation et de prise en considération nécessaire des phénomènes plurilingues. De plus en plus, je crois, dans la façon de penser la diffusion du français à l'étranger, on est vraiment en termes de contexte et de contextes qui sont toujours posés comme étant des contextes multilingues d'une manière ou d'une autre, et avec des élèves, des apprenants qui ne viennent pas de n'importe où et qui surtout ne sont pas des tables rases, quoi. Donc il y a des mouvements de reconnaissance institutionnelle qui sont progressifs. Alors une recommandation comme celle que j'évoquais tout à l'heure, hein, venant du comité des ministres du Conseil de l'Europe, ça n'est pas indifférent non plus. C'est toujours préfacé par quelque chose du genre compte tenu des conditions locales, il y a une forte marge d'ajustement. Mais en tout cas, c'est des textes qui étaient absolument impensables il y a 20 ans, quoi. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de questions. Nous sommes presque au bout. Peut-être une dernière question. On nous demande effectivement comment faire évoluer les représentations de la pluralité linguistique au sein des institutions. Alors, comme exemple, certains centres de FLE continuent à intégrer l'interdiction de l'usage des langues dans la classe. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces centres? Quel serait votre message? Je ne sais pas. C'est dommageable. Il faudrait évoluer. Oui, mais je pense que c'est important que les gens aussi raisonnent en termes d'efficacité, en fait, parce qu'ils vont voir les résultats du point de vue politique, l'engagé, mais aussi du point de vue de la motivation des élèves. Donc, quand on forme aussi les enseignants, bien sûr, il y a tous les arguments théoriques et scientifiques, mais il y a aussi le fait de passer à la pratique et de voir en pratiquant tous les effets intéressants. Et les effets intéressants, ils sont à différents niveaux. Ils sont au niveau cognitif, sont au niveau psycho-affectif, sont au niveau des résultats concernant les apprentissages liés aux langues, aux disciplines. Donc, quand on fait état de tout ça, on se rend bien compte que finalement, on a tout intérêt. Donc, je pense que un argument par le haut, ça ne fonctionne pas forcément, mais en informant les gens, en ayant aussi des arguments clairs au niveau scientifique, parce que c'est vrai que malheureusement, il y a énormément d'idéologies et de doxas circulantes sur les langues, comment on les apprend, le monolinguisme versus plurilinguisme, etc. Donc, à un moment, moi, je pense que c'est important aussi d'avoir une parole argumentée et puis après, de faire en sorte que les gens mettent en pratique et testent et expérimentent. Il n'y a que par l'expérience aussi qu'on peut s'approprier les choses. Donc, je crois fermement qu'il faut les deux. Et si je peux me permettre d'enchaîner un petit peu, effectivement, je crois qu'il faut se garder de tout dogmatisme, même si les idéologies, évidemment, sont présentes, hein, y compris chez les chercheurs et les chercheuses. Il faut se garder quand même de tomber trop rapidement dans certains dogmatismes et effectivement être ouvert à l'expérience. Maintenant, il y a quand même beaucoup de situations éducatives qui sont documentées très facilement. On peut trouver sur Internet. Alors, il faut être un petit peu accompagné et guidé parce qu'on trouve aussi un peu à boire et à manger. Mais on peut avoir accès
accès à des classes, accès à des projets, voire entrer dans des classes, voir ce qui se passe dans des classes qui travaillent peut-être différemment. Et ça peut permettre d'ouvrir un peu les consciences. Il y a des projets aussi qui encouragent l'intervision, pas seulement la supervision, mais l'intervision entre les enseignantes et les enseignants, qui vont de temps en temps voir un peu dans une autre classe ou faire un peu de co-enseignement. Et on voit effectivement que l'univers du possible est beaucoup plus large que ce qu'on nous donne parfois en formation. Très bien, merci. Mais ça, c'est des questions, je pense que si on peut résumer, puisque malheureusement, nous arrivons à la fin, mais si on résumait un peu la teneur des questions qui sont posées, c'est un peu ça, c'est-à-dire finalement, quel cadre méthodologique pour promouvoir cette pluralité, cette diversité, sachant que la pluralité conduit, et vous l'avez très bien exprimé, avec la variété des contextes, des choix de langue, etc., sans doute à de l'expérimentation, je dirais, en assouplissant peut-être les cadres méthodologiques, puisque les questions qui nous parviennent sont vraiment essentiellement tournées là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à ces enseignants, finalement, se faire confiance, essayer de se lancer dans des expériences. Quel serait votre Je pense que c'est difficile. Excusez-moi. Je pense que c'est difficile parfois pour les enseignants de faire en sorte que ils lâchent un certain nombre d'expertise ou de maîtrise. En aussi, pour moi, c'est vraiment la situation de l'enseignement des langues est interculturelle, mais pour l'enseignant aussi. Hein, et donc, de laisser une place à l'élève, à ses expériences, à ses compétences. Et ça, je pense que ce n'est pas forcément facile dans certaines cultures éducatives où le professeur est le maître, donc il maîtrise. Et je pense que ça aussi, ça fait vraiment partie des éléments à faire évoluer pour que les enseignants accueillent justement toutes ces expériences plurilingues et pluriculturelles. Absolument, je crois que ça pose le problème aussi de ce qu'on peut appeler une espèce de contrat pédagogique dans la classe. Je crois que le recours à des langues autres que, par exemple, le français langue étrangère dans des cas d'accueil de migrants et autres, passe par une réflexion avec les enseignants, avec les intervenants, avec des bénévoles souvent, etc., qui ne sont pas nécessairement formés comme enseignants par ailleurs, et qui sont sous la contrainte de dire, moi, je dispose d'une heure ou je dispose de 45 minutes, il faut que je carbure au maximum en français, c'est pour leur bien. Je crois qu'il faut pouvoir se situer à un niveau qui est aussi le niveau de, on laisse un temps de parole peut-être aux apprenants entre eux dans leur langue d'origine, par exemple, hein, et puis, c'est le contrat, et à un certain moment, on revient avec, si possible, le bénéfice de ce qui a été fait dans des langues autres, hein, on revient à la langue, disons, de la classe pour faire vite, et c'est quelque chose qui me demande un travail très, très progressif, sans doute, hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, et certainement pas par doxa ou par imposition. Il y a tous les problèmes de culture éducative qu'évoquait tout de suite Nathalie. Mais je pense qu'en s'inscrivant dans la durée, et il faut bien sûr disposer de la durée, on peut aussi bien en formation des enseignants que dans la relation avec les enseignants de classe soumis à des contraintes multiples, hein, de l'institution aussi, hein, qu'on peut faire progressivement bouger les choses. C'est comme pour les institutions, quoi. Il faut vivre longtemps et puis passer le message aux générations successives. Très bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci, un très grand merci à vous trois. On va clore ce webinaire. Donc, c'était tout à fait intéressant et il y a encore d'autres questions auxquelles nous n'avons pas répondu, mais je crois qu'on a déjà beaucoup réfléchi grâce à vous ensemble. Alors, pour nos auditeurs, ce webinaire a été enregistré. Il sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de France Éducation Internationale. Il sera également mis en ligne sur les sites du FIL Plurilingue et de l'ADEB, donc le filplurilingue.org et adeb-asso.org. Nous vous donnons rendez-vous le 21 avril pour le second webinaire de notre série, donc dans le cadre du partenariat FIL Plurilingue et ADEB. Celui-là sera consacré aux enjeux et pratiques linguistiques dans l'éducation biplurilingue. Il me reste à remercier vraiment très chaleureusement nos intervenants. Merci Nathalie Auger,
Daniel Coste et Laurent Gaillot. Merci à vous trois pour cette passionnante intervention, presque trop courte, je dirais, mais bon, il faut savoir s'arrêter. Et bien sûr, un grand merci à vous tous qui nous avez écoutés et qui avez participé. Nous l'avons vu largement dans le chat et dans les questions. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci. Merci à vous, au revoir. Merci à vous. Et puis, excusez-moi pour les problèmes. C'est pas grave. D'audition. Ça fait Le choix du direct. Merci. Et je clôture officiellement, si vous le voulez bien. Et je vais juste préciser que quand on mettra en ligne la vidéo, l'enregistrement de cette vidéo, vous aurez accès à tous les liens en fait qui ont été cités dans la présentation. Donc voilà, c'était juste pour rassurer les auditeurs et les auditrices. Voilà. Donc en tout cas, à très bientôt et merci encore à toutes et à tous et à nos partenaires, à nos collègues. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.